communication et le journalisme de Dakar, 1984, 88 et 1994, 96. Donc, vous comprenez que nous avons la chance d'écouter un grand homme, non seulement un grand homme d'État, mais aussi un grand chercheur qui va nous animer cette conférence-là qui porte sur le thème l'urgence de l'Afrique dans un contexte de recomposition géopolitique mondiale. Donc, sans pourtant monopoliser la parole, j'invite très respectueusement son Excellence, le docteur Cheikh Tidiane Gadio, de prendre la parole afin de faire son exposé. Merci beaucoup. Merci infiniment, cher frère modérateur. Il y a juste un point que j'ai oublié de clarifier avec mon ami le professeur Bekono. C'est le temps de parole qui m'est accordé. Alors, comme je peux parler 3 heures et penser que j'ai parlé 30 minutes, mieux vaut qu'on me dise à l'avance les limitations que je dois observer. Comme ça, j'en tiens compte dès le départ. Oui, Excellence, vous avez la liberté de vous exprimer selon l'orientation que vous donnez à l'exposé. Nous avons 1h30. Nous avons 1h30. Si vous parlez pendant 1 heure, nous aurons 30 minutes pour l'échange. Le plus important, c'est le message que vous allez véhiculer. Merci, professeur. Okay. Je vous en prie. Voilà, je vais essayer d'être juste en prenant 45 minutes et en laissant 45 minutes de chance, n'est-ce pas? Est-ce que ça vous convient? Oui, c'est intéressant, 45 minutes. Merci. Alors, chers amis, je vous en prie. Voilà, à tous les amis qui se sont inscrits pour participer à cette importante rencontre, je les salue fraternellement et je les remercie de prendre de leur temps si précieux pour venir parler de ce qui nous unit tous et qui nous est si cher et qui est le continent africain. Je voudrais aussi, bien sûr, d'emblée remercier mon frère et ami, le professeur Bekono Cyril, que j'ai eu la chance de connaître il y a juste 3 mois, je crois. Et on a tout de suite eu ce que j'appelle un coup de foudre amical. C'est-à-dire que tout de suite, on ne s'est plus quitté, on a beaucoup discuté, on a beaucoup échangé. Et il m'a promis de me revenir pour qu'on essaye de... Alors, il y a des micros qui sont ouverts et des discussions. Et ça perturbe un peu. On peut inviter ceux qui n'interviennent pas à fermer leur micro pour l'instant. Oui, prof Sandy, vous pouvez fermer les micros de ceux qui n'interviennent pas. Voilà. Donc, je parlais de notre frère Bekono qui a organisé cette rencontre. Vraiment, je le remercie infiniment parce qu'il a tenu parole. Il m'avait dit qu'il ferait tout pour qu'avec l'Université de Yaoundé 1, on essaye d'avoir un échange. Et là, je le remercie parce qu'il a tenu parole. Et ensuite, cet échange est important à mes yeux et j'espère à vos yeux, à vous tous. Je dois dire aussi que le Cameroun a une très belle réputation en Afrique. On se rappelle tous l'attachement du grand panafricaniste Cheikh Anta Diop pour le Cameroun. C'est là où il a délivré à la limite son testament à l'Afrique avec la dernière grande conférence qu'il a organisée et au Cameroun. Rentré au Sénégal quelques semaines après, il nous a quittés. Personnellement, j'ai beaucoup d'amis camerounais, d'intellectuels. J'ai participé à une rencontre du CERF d'Otola avec le professeur Binam et c'était absolument fabuleux en termes de qualité, de réflexion intellectuelle et de mobilisation. Et je lui ai dit d'ailleurs que le centre de gravité de la réflexion intellectuelle en Afrique semble quitter des pays comme le Sénégal et d'autres pour s'installer peut-être durablement et pourquoi pas au Cameroun, au Gabon, où d'éminents philosophes intellectuels universitaires de très haut niveau font un superbe travail. Qu'ils en soient remerciés et nous les félicitons et nous leur disons toute notre estime et toute notre admiration. Alors, chers amis, il y a peut-être juste 2 petites rectifications à faire par rapport à la présentation très aimable et très généreuse de notre modérateur.
En fait, j'appartenais à l'ancienne majorité présidentielle, celle qui avait travaillé avec l'ancien président Macky Sall. Donc, ma majorité présidentielle que j'ai quittée d'ailleurs à la veille des élections présidentielles parce que je n'étais pas du tout d'accord qu'on choisisse pour nous un candidat. Et donc, je me suis présenté moi-même. Et malheureusement, comme vous l'avez peut-être appris, le Conseil constitutionnel sénégalais, avec son équipe d'informatique, se sont comportés de façon tout à fait inacceptable et inénarrable. Et ils ont éliminé des candidats sur des bases plus que discutables. Et je faisais partie de ces candidats. Alors, on a mené la lutte pendant 2-3 mois. Ça n'a pas abouti et ils ont organisé des élections. Élections qui, par moments, ont semblé calamiteuses à beaucoup de Sénégalais et d'Africains. Bon, mais les Sénégalais, au moment, je crois, ont préféré la démocratie et la stabilité à toute autre chose. Ils ont préféré plutôt la paix et la stabilité à toute autre chose. Et ils ont conclu ce processus électoral que je ne vais pas juger, mais j'ai mon point de vue là-dessus. Et ça, c'est peut-être un autre débat. Alors, en tout état de cause, je voudrais donc vous dire que j'interviens à partir de notre institut, l'Institut panafricain de stratégie, paix, sécurité et gouvernance, basé à Dakar et qui existe depuis 2012, qui a été créé précisément quand les djihadistes ont envahi le Mali et après la catastrophe libyenne de l'intervention de la France et de l'Angleterre en particulier et de tout ce qui s'est passé et de l'inaction des pays africains qui nous ont causé, qui nous ont créé cette situation où le Mali s'est effondré sous nos yeux. Alors, avec des amis, nous avons pensé qu'il nous fallait créer un centre de réflexion, un think tank ici au Sénégal, associer les frères et sœurs du continent, parce que pour nous, tout cela nous tombait dessus parce que l'Afrique n'a pas de stratégie. L'Afrique n'a pas de stratégie, ni pour son développement, ni pour sa sécurité, ni pour son unité, ni pour son intégration. Et donc, on s'est dit qu'il fallait créer un institut de paix et de sécurité, mais il fallait quelque part aussi mentionner l'aspect stratégie. C'est pour cela qu'on a dit Institut panafricain de stratégie, entre parenthèses, paix, sécurité et gouvernance. Et dans cet institut, on avait un vice-président, que Dieu ait pitié de son âme, qui nous a été arraché par le Covid, qui s'appelait professeur Moussa Seck, que le président Moustapha Niasse, ancien ministre des Affaires étrangères, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal, un grand homme d'État, que le président Moustapha Niasse appelait le savant, le plus grand savant panafricaniste de sa génération, le Cheikh Anta Diop de sa génération. Il nous manque énormément, mais il a fait quelque chose d'extraordinaire. Il a laissé 5 tomes de ses recommandations et de ses propositions à l'Afrique pour la révolution agricole du continent africain. Pour lui, c'était un des piliers, non seulement de la Renaissance africaine, mais de la manière dont on pouvait reconstruire ce continent en réglant d'abord et prioritairement la révolution agricole. C'est lui, pour nous en tout cas, le père des agropoles en Afrique et la BAD, toutes les organisations internationales qui ont eu vent de ces théories les ont utilisées d'une façon ou d'une autre. Mais ce travail est là, il nous l'a confié, il est à la disposition de l'Afrique. Nous pouvons dire donc que l'Afrique unie que nous cherchons a déjà sa théorie et sa feuille de route en matière d'agriculture pour nourrir tout le continent et même exporter des produits agricoles à l'extérieur, arrêter notre dépendance scandaleuse en ayant toutes les terres que nous avons, en ayant l'eau, les ressources hydriques que nous avons. Il est inacceptable que des pays africains passent le temps à acheter du riz vietnamien, du riz pakistanais, etc., etc., alors que nous-mêmes, depuis 1960, on a eu largement le temps de régler ce genre de problème. Alors, je tenais à rendre hommage à notre vice-président, le professeur Moussa Seck, qui nous a quittés il y a bientôt 2 ans et qui a donc fait ce travail, qui est à votre disposition, qu'on pourrait peut-être partager dans certaines circonstances. En tout cas, c'est destiné aux États africains pour leur mise en œuvre. Alors, à part ça aussi, dans mon CV, je voulais préciser que je suis président de la commission diplomatie et relations internationales du mouvement fédéraliste panafricain. Ce mouvement est absolument extraordinaire. J'espère qu'on aura la chance d'en discuter.
mais il s'est répandu un peu partout dans le continent, Afrique francophone, anglophone, lusophone, francophone, etc. Et il est dirigé par des frères panafricanistes très engagés. Et j'ai décidé à un moment de ne pas continuer mon initiative avec mes amis et mes camarades, mais de rejoindre cette initiative et de joindre nos forces parce que nous avons besoin de cela pour faire avancer le combat panafricaniste. Le secrétaire général de ce mouvement, qui est un des grands initiateurs de cette initiative, je crois qu'il est en ligne avec nous et j'espère qu'il aura la chance de prendre la parole aussi pour nous parler de ce mouvement qui, à mon avis, est une des plus grandes initiatives panafricanistes depuis la période du Rassemblement démocratique africain des années 60 et des PAI, Parti africain de l'indépendance, de la Guinée-Bissau, du Cap-Vert, du Sénégal, etc., de la Guinée et tout. Donc, ce mouvement-là, j'aimerais franchement vous encourager à étudier ces textes, à étudier, excusez-moi, son approche, et probablement de rejoindre et de renforcer le mouvement. Ce qui me plaît le plus dans ce mouvement, c'est la volonté d'accélérer l'histoire du continent et de mettre fin à la balkanisation de l'Afrique, que beaucoup de nos dirigeants africains ont préféré à l'unité du continent. Alors, chers amis, la grande question de notre époque, j'ai conscience que je parle à des universitaires, à des intellectuels de haut niveau, donc je pense qu'on peut aller en profondeur dans certains débats. Donc la grande question de notre époque, a-t-on atteint l'apogée de la recomposition de la géopolitique mondiale ou bien sommes-nous juste dans un processus qui est en cours avec des accélérations fulgurantes, avec les phénomènes Poutine et Trump, par exemple, et Netanyahou? Ou sommes-nous dans une phase de repositionnement avec la Chine, l'Afrique du Sud, l'Inde, le Brésil et ce qu'on appelle le Global South? Global South, c'est un concept intéressant que j'ai questionné lors d'une visite récente en Chine, où j'ai d'ailleurs rencontré le professeur Bekono. Le Global South, quand je lui ai demandé comment se fait-il que la Russie fasse partie du Global South. Alors, j'avoue que je n'ai pas eu une réponse qui m'a convaincu. Donc, je jette cela aussi dans notre débat. C'est quoi le Global South? Est-ce que des pays comme la Russie peuvent faire partie du Global South? Est-ce que le Global South, c'est les anciens pays non alignés? Est-ce qu'on appelait à l'époque les pays du Sud? Maintenant, les pays du Sud, est-ce que la Russie est un pays du Sud? C'est des questionnements que j'ai et j'ai trouvé ça un peu cocasse quand même, franchement. Alors, dans tout ça, ou à côté de tout ça, nous avons ce que j'appelle les chevauchés solitaires. C'est le cas de la Turquie, qui a quand même, qui est un world global player. C'est mieux dit en anglais qu'en français, un world global player, qui est un acteur qui a des ambitions d'être un acteur mondial ou sur la scène mondiale. Ensuite, nous avons l'Iran, qui a ses particularités et qui veut exister aussi comme une puissance moyenne, en tout cas un pays qui est reconnu. Ensuite, il y a ce que j'appelle les pays hors place. Hors place, c'est l'Afrique et la majorité des pays du tiers-monde. Et ensuite, on y reviendra, et ensuite, il y a ceux qui sont dans ce que mon professeur de philosophie, Alain Badiou, que certains peut-être au Cameroun connaissent, qui est un contemporain, qui était, disons, professeur en même temps que les Deleuze, les Foucault et tout ça, parce que j'ai eu la chance quand même de faire l'université Paris 8, qui était une grande école post-mai 68 en France. Alain Badiou parlait de situation de gens qui sont, ou de pays qui sont dans une position de dedans dehors. Dedans dehors, c'est-à-dire qu'il est difficile, ils sont dans une situation compliquée. Et pour moi, c'est un peu le cas de l'Union européenne aujourd'hui, qui n'est plus dans l'alliance hégémonique occidentale et qui est dépassée par la Chine, carrément deuxième puissance mondiale. Nous avons aussi quelque peu le Japon, qu'il est difficile de classer, à mon avis, trop vite dans le camp occidental. J'étais aussi au Japon le mois passé, en janvier, et j'ai vu un modèle de développement et de résilience absolument extraordinaire après la bombe atomique jetée sur ce pays-là
Hiroshima et Nagasaki. J'ai visité Hiroshima et quand je vois ce que les Japonais ont reconstruit au bout de 50 ans, au point de dépasser l'Allemagne un moment et d'être troisième puissance mondiale, je me dis qu'il y a des analyses plus approfondies à faire sur la question du Japon. Alors, l'autre question, c'est qu'est-ce qu'il est advenu des mirages de la chute du mur de Berlin, la crise de Tiananmen et la conférence de la Baule. Ces événements censés avoir dessiné un monde nouveau. Qu'est-il advenu de ces mirages? Aujourd'hui, nous avons une remise en cause totale par le retour en force de ce que j'appelle le populisme, essentiellement d'extrême droite. Bien sûr, il y a aussi le populisme de gauche ou d'extrême gauche, mais c'est surtout le populisme d'extrême droite qui balaye le monde et qui pleure ce qu'ils appellent, eux, les populistes d'extrême droite, le grand remplacement, et qui réclament ouvertement la réaffirmation de tous les peuples de la suprématie blanche. Chef de file de ce mouvement contemporain, et qui est une véritable tempête mondiale, c'est un certain Donald Trump, bien entendu, qui veut nettoyer l'Amérique de l'invasion de la racaille migratoire latino et noire haïtienne. Okay? Des Haïtiens qui seraient des mangeurs de chiens et de chats de leurs voisins. Et aussi des prisonniers congolais qu'on serait allé chercher au Congo pour les amener aux États-Unis pour commettre des crimes. Ça aussi, c'est sorti de ces théories. Et donc, ça nous mène à un nouveau paradigme dans le monde que nous autres Africains, nous autres panafricanistes, devons absolument analyser. Alors, ce paradigme, c'est quoi? C'est que c'est ce que j'appelle le règne de la vérité alternative. Le règne de la vérité alternative. C'est-à-dire que les bons populistes, ils n'ont besoin de prouver absolument rien du tout. Ils affirment et ils vous laissent débattre de leur affirmation pendant qu'eux, ils passent à un autre sujet et ils accélèrent leur marche. Et ça, c'est extrêmement grave du point de vue de l'épistémologie, de la façon de prouver que quelque chose est vrai ou n'est pas vrai, ou quelque chose tient la route ou ne tient pas la route. C'est extrêmement grave de voir l'émergence des vérités alternatives. Et ces gens prêchent, en fait, la théorie de chacun a sa vérité. Chacun voit les choses selon son propre prisme, etc. Et donc, c'est pas grave. Si, c'est extrêmement grave. C'est extrêmement grave si les êtres humains, surtout des leaders politiques, prennent la décision d'imposer leur vision sous ce rapport en ayant leur propre vérité alternative. C'est pour ça, d'ailleurs, que les gens prennent des leaders et disent qu'il a fait 5000 mensonges, 3000 mensonges, 6000 mensonges. Alors, ce que nous appelons mensonges n'est pas forcément mensonge pour eux, parce que c'est leur vision du monde. Et ils théorisent et le grand remplacement et la nécessité, encore une fois, d'accepter la suprématie de la race blanche. Et ils nous amènent dans un monde qui pourrait être assez similaire à ce qui s'est passé dans les années 20-30 et qui a mené à ce que l'on sait par la suite. Donc aujourd'hui, tous les paradigmes de l'humanisme, du multilatéralisme, de l'aide et de la solidarité internationale sont remis en cause et la grande question est l'Afrique dans tout ça. Les grands défis de l'Afrique, les grands défis immédiats, c'est que dans 5 jours ou 4 jours, nous aurons encore un sommet de l'Union africaine. J'ai eu la chance de faire près de 10 ans comme ministre des Affaires étrangères des sommets de l'Union africaine. Et j'ai toujours été impressionné par le nombre, les kilos, voire les tonnes de résolutions qui sont adoptées, qui sont classées et qui ne sont revisitées que quand on fera un autre sommet pour faire encore des résolutions, des centaines et des milliers qu'on va encore déposer dans, comme disait l'autre, confier à la critique rongeuse des souris. Alors, on arrive donc au sommet de l'Union africaine. Nos chefs d'État vont prendre la parole. Ils vont vanter les vertus et les mérites de l'agenda 2063.
Alors, beaucoup de mes amis avec qui je discute souvent savent combien nous avons été, nous, scandalisés et choqués par le prétendu agenda 2063. Ça a été fait en 2013. Donc, après le premier sommet historique de 1963 à Addis Abeba, 2013, c'était 50 ans. Donc, nos dirigeants font le bilan de 50 ans d'intégration africaine et soi-disant de politique d'unité africaine. La conclusion qu'ils ne reconnaissent pas, c'est qu'ils ont échoué. L'Afrique a échoué sur ses objectifs fondamentaux de réaliser l'unité du continent, l'unité politique du continent, plus maintenant l'intégration économique réussie. Même les communautés régionales qui avaient fait du travail, disons, assez reconnu, assez avancé, étaient à des taux de marché intégré et d'échange intra-africain à des taux de 14%, 16%. Certains disent 18%, mais d'autres disent qu'il faut modérer ces chiffres pour les tempérer. Le tout pris ensemble, pour moi, on a connu un échec de l'intégration africaine, en tout cas l'intégration économique. Et Cheikh Anta Diop, 1975, nous explique pourquoi ce que nous avons adopté comme démarche va échouer. Parce que précisément, on a refusé d'aller à l'union politique de nos communautés régionales ou du continent, et on a préféré, soi-disant, un processus par étapes, graduel, d'intégration, en construisant d'abord nos États et parallèlement en allant à l'intégration étape par étape. Le résultat est là. Nous n'avons pas réussi. Si le mot échec est trop fort, disons nous n'avons pas réussi, nous n'avons pas atteint nos objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on nous fait maintenant? On appelle, et moi je parle selon mon expérience, parce qu'on m'avait invité quelques semaines avant à un grand séminaire, un grand colloque sur le panafricanisme et la renaissance africaine. En 2013, j'ai dit, mais magnifique, on va enfin faire le bilan. Parce que quand même, nous avons eu aussi la chance d'avoir proposé à l'Union africaine de célébrer les 50 ans de l'indépendance du Ghana de Nkrumah en 2007 et d'en profiter pour avoir un débat de leaders et du continent sur le gouvernement de l'Union. Donc, on parlait à l'époque les Nkrumah et autres. Et après cela, on a vu comment ce sommet a été saboté par de prétendus leaders panafricanistes qui n'ont que le mot panafricaniste à la bouche et qui font tout pour barrer la route au panafricanisme. C'est là où j'ai découvert qu'il y avait une stratégie nouvelle des panafricanistes du bout des lèvres, ceux qui s'en réclament pour avoir la paix et ensuite qui font tout pour bloquer l'agenda panafricaniste. Et comme ça, on a raté le grand sommet de 2007. J'ai bien identifié les responsables qui étaient là et qui ont joué ce jeu. Et je ne vais pas les mentionner par courtoisie et par respect de la diplomatie, des règles de bienséance de la diplomatie, etc. Et donc, je dis qu'on a saboté ce processus où Wade, Abdoulaye Wade, Kadhafi et certains autres dirigeants étaient très, très engagés pour qu'on aille à un gouvernement d'union, pour montrer aux États africains que si on avait un seul ministre des Affaires étrangères, porte-parole du continent, si on avait un seul ministre du Commerce qui coordonne l'ensemble des politiques commerciales extérieures de l'Afrique, si on avait un seul ministre de la Défense, chef du projet d'une armée continentale pour défendre le continent, si on avait une citoyenneté commune et si on avait une monnaie commune africaine et une banque centrale africaine, qu'on pouvait avoir donc déjà ce niveau de responsabilité et ensuite on pouvait coordonner nos politiques d'éducation, etc., etc. Parce que ce que les gens ne comprennent pas ou refusent de comprendre ou font semblant de ne pas comprendre, c'est que le projet fédéral ne tue la souveraineté d'aucun pays. Au contraire, on demande aux pays souverains d'accepter de mutualiser la défense, la diplomatie, le commerce, la monnaie, etc. Et tous les autres secteurs appartiennent aux pays selon leur culture, leur tradition, leur vision et tout ce qu'on veut. Et un pays pourra, quand il en a besoin, avoir le soutien de l'État fédéral. Mais nos dirigeants sont allés expliquer aux gens qu'on leur demandait d'abandonner leur souveraineté et de rejoindre un État fédéral. Ils ne sont pas d'accord. Oui, parce qu'ils veulent diriger, comme disait Cheikh Anta Diop, des États nains et des États non viables.
et après 63 ans d'indépendance, je mets au défi tout Africain qui pense que ce que nous disons, ça ne correspond pas à la vérité, de nous montrer quel est l'État africain qui réunit tous les attributs d'un État moderne et qui peut se défendre tout seul, qui peut commercer avec le reste du monde tout seul, qui peut défendre sa ligne diplomatique aux Nations Unies et partout tout seul. Ça n'existe pas. Cheikh Anta Diop avait raison de parler d'État nain et d'État non viable. Et aujourd'hui, vous voyez les conflits auxquels nous faisons face et l'impuissance dont fait preuve l'Afrique par rapport à des difficultés énormes. Donc, chers amis, on arrive au sommet de l'Union africaine et nos dirigeants vont venir, les grands discours, etc. Quelle est la solution à la crise du Soudan? Pourquoi nos dirigeants n'ont pas condamné dès le début et unanimement les 2 généraux soudanais qui ont décidé de plonger leur pays dans la tragédie, dans la lutte autour du pouvoir? 2 généraux qui plongent un peuple de plusieurs millions d'habitants dans le désarroi total et dans les souffrances énormes. On exécute, on reprend le projet pratiquement de génocide dans le Darfour. On tue des gens à cause de la couleur de leur peau. On viole des femmes à longueur de journée. Pourquoi tout le continent africain est silencieux? Pourquoi tout le continent africain est silencieux et ne cherche pas de solution à la tragédie qui se déroule au Soudan? Et c'est pour ça que nous parlons d'urgence d'une Afrique unie. Parce que si on avait une Afrique unie, personne ne se leverait un matin pour enclencher une guerre comme ce qui se passe au Soudan. Après arrive l'autre grande tragédie sous nos yeux. Alors, est-ce que nos dirigeants à Addis Abeba, dans 4 jours, vont nous proposer une sortie de crise au Soudan? Je ne suis pas convaincu qu'ils vont le faire et je ne suis même pas convaincu que c'est le top de leur agenda. Ensuite, la RDC, l'Est du Congo. Voilà une tragédie africaine qui dure depuis l'indépendance. Une tragédie africaine. Et sur la terre qui potentiellement a plus de ressources pour en fait symboliser le fait, ce que je défends partout, que Dieu aime l'Afrique et que Dieu a beaucoup fait pour nous. La balle est plutôt dans notre camp. La RDC, pour moi, c'est là où bat le cœur du projet de la Renaissance africaine. Si nous ne réussissons pas à régler le problème de la RDC, à stabiliser ce pays, à respecter son potentiel, à respecter son peuple, à respecter Patrice Lumumba, à respecter tous ceux qui sont sacrifiés pour la RDC, où est-ce qu'on va aller? Où est-ce qu'on va aller? Tout ce que se passe en RDC présage en fait de ce qui est en train de se passer un peu partout dans le continent, le fait que nous faisons un pas en avant et 3 pas en arrière assez régulièrement. Donc, de ce point de vue, je pense que nos dirigeants devraient nous donner une solution sur la crise de la RDC. Devraient pouvoir parler et au Rwanda et à la RDC et régler le problème. J'ai travaillé avec des amis, je ne vais pas entrer dans les détails, depuis plus de 8 mois. Depuis plus de 8 mois, avec de grands diplomates africains, panafricanistes. On a tout fait pour éviter ce qui devait arriver et qu'on voyait venir, qui est la guerre en RDC. On a tout fait. On n'a pas réussi, mais on n'a pas lâché d'une seule seconde. On passe des nuits entières à discuter, à proposer des solutions, à chercher des solutions. Parce que pour nous, les problèmes naissent avec leurs solutions. Dans le Coran même, dans l'islam, on dit que Dieu crée les solutions avant de créer les problèmes. Donc on est à peu près sûr que l'Afrique peut régler le problème de la RDC. Mais vous voyez les positionnements, les amitiés des uns et des autres, etc. Et parfois même, on a peur de dire la vérité à tous les belligérants que l'Afrique ne peut plus supporter encore une guerre du Congo où des pays proches du Congo, d'autres proches du Rwanda, se retrouvent et nous donnent ce qu'ils ont appelé à l'époque la première guerre mondiale africaine. On n'a pas besoin d'une deuxième guerre mondiale africaine. Il y a trop de sang versé. Les gens de Goma, les gens qui souffrent, les femmes qui sont violées. C'est inacceptable. Avec une telle image projetée dans le reste du monde, comment la diaspora africaine peut percevoir que l'Afrique est le continent des opportunités, que l'Afrique est le continent du futur, etc. Plus on leur dit cela, moins on le pratique. Donc, de ce point de vue, je pense que l'Union africaine devrait nous proposer des solutions. Mais je ne suis pas très optimiste qu'au sortir de ce sommet, on aura une solution. Que Dieu le fasse et je vais être très content et je vais applaudir d'avoir peut-être
n'avoir pas été assez optimiste par rapport à cette situation. Ensuite, le terrorisme au Sahel. Je ne peux pas comprendre que depuis 2012, le continent soit attaqué d'abord au Mali. Le Mali en Afrique de l'Ouest, c'est là où bat le cœur de l'Afrique de l'Ouest. Il n'y a pas à débattre dessus. Je l'ai dit en tant que Sénégalais, je suis convaincu que notre histoire s'est d'abord nouée au Mali. La splendeur et la grandeur du continent africain, en dehors de ce que Cheikh Anta Diop a démontré avec l'Égypte ancienne, la grandeur et la splendeur du continent africain se sont manifestées au Mali, du temps de l'Empire du Mandé. Et tous ces peuples autour sont des peuples quasiment du Mandé, y compris nous tous du Sénégal, de la Guinée, Sierra Leone et autres, etc. Donc, il fallait sauver le Mali. On a laissé faire. Le Mali est embourbé, se retrouve après avec 2 coups d'État militaires. Et du Mali, du nord du Mali, ces groupes terroristes ont essaimé. À l'époque, nous, à l'Institut panafricain stratégie, on disait que ces groupes vont métastaser un peu partout dans le continent. Aujourd'hui, non seulement du Nord Mali, ils sont propagés vers le Niger, le Burkina. Ils étaient déjà au Nigeria en 2009. Ils ont continué. Est-ce que vous vous imaginez, chers frères et sœurs, que le Nigeria, Boko Haram, a connu 40 000 victimes? 40 000 victimes de terrorisme. Quand il y a eu 4 soldats américains tués au Niger, le monde entier était informé. C'était un scandale, l'émotion partout. Nous, on a 40 000 compatriotes nigérians massacrés, tués, brûlés, etc., égorgés par Boko Haram. Quelle est la réaction de l'Afrique? Ensuite, de là-bas, vous avez le Nord Cameroun, attaqué par ces djihadistes. Et ils sont avec les ADF au Congo, en RDC. Ils sont aujourd'hui à Cabo Delgado, au Mozambique. Donc, il y a un projet continental des mouvements terroristes par rapport à l'Afrique. Moi, je dis qu'ils sont venus prendre leur part d'Afrique, comme les autres grandes puissances du monde. Ils sont dit les Africains ne sont pas assez conscients de la gravité de la situation et de la recomposition de la géopolitique mondiale. Alors, comme eux, ils ne veulent pas ou ils ne comprennent pas la puissance de leur continent, nous, on va venir prendre notre part. Et ils prennent leur part, de facto. Et vous savez qu'ils ont le projet du grand État islamiste du Sahel. Un moment, nous avions dit, nous, au niveau de l'Institut panafricain, que tout ce qui les retient, c'est qu'ils ne veulent pas être un État islamiste, isolé par la communauté internationale et incapable d'avoir accès à la mer et d'être donc bloqués. Alors, ils vont chercher d'abord une fenêtre maritime, une façade maritime plutôt. Et à l'époque, nous avions prédit qu'ils viseraient le Togo et le Bénin. Parce qu'ils sont intéressés par le Sénégal et la Côte d'Ivoire, mais ils pensent que c'est peut-être de gros morceaux qui vont leur créer des problèmes. Ils vont donc peut-être, il vaut mieux foncer tout de suite sur le Togo et le Bénin. Et voilà, c'est devenu effectif. Ils sont au nord Togo, au nord Bénin, et ils sont en train d'agir. Donc, le terrorisme s'est métastasé. Mes chers amis, quand est-ce qu'il y a eu un sommet de l'Union africaine sur le terrorisme? Parce que si vous prenez le cas du Sahel et son expansion jusqu'au Cabo Delgado, mais tout le monde sait que les Chebabs sont en Somalie, au Kenya. L'Algérie a connu une guerre de terrorisme pendant une dizaine d'années. Ces gens sont partout dans le continent, ou en réseau dormant, ou en réseau actif. En tout cas, ils ont un projet, ils ont des universitaires, ils ont des intellectuels, ils ont des ingénieurs, ils ont des gens bien formés. Ce n'est pas un petit projet, c'est un grand projet. Et comment l'Afrique réagit? Pourquoi la CEDEAO refuse de mettre en place une armée régionale de la CEDEAO? Pourquoi chaque pays a son plan de lutte contre le terrorisme, plan national? Quand les États-Unis, attaqués par le terrorisme, mettent en place une coalition de 60 pays, nous partons sur le fait que le Burkina doit se défendre, le Mali doit se défendre et tout. Chaque jour, on nous annonce des massacres au Burkina, au Mali. Récemment, au Mali, on a parlé de 25 morts attaqués sur une route nationale par les djihadistes. Burkina, c'est par 50, 30, 20, chaque jour. Ça veut dire, est-ce que la vie des Africains a une importance, pas aux yeux du reste du monde, mais aux yeux des Africains eux-mêmes? Est-ce que notre vie a de l'importance? Pourquoi l'Union africaine n'a jamais tenu un sommet sur le terrorisme? Pourquoi la CEDEAO n'a pas tenu un sommet sur le terrorisme où elle décrète la mise en place immédiatement de forces spéciales de la communauté? La CEDEAO, c'est 400 millions d'habitants. 400 millions. Si on prend 1% de ces 400 millions, c'est 4 millions de soldats.
Si c'est trop, on prend 0,1%. C'est 400 000 soldats. Et on travaille ensemble, on coordonne ensemble, on prend le taureau par les cornes et on appuie le Mali, on appuie le Niger, le Burkina, le Bénin, tous les pays concernés et on trouve une solution. Mais je vous jure que si vous calculez, vous essayez de comprendre pourquoi ils sont réticents, ils vont vous parler de leur souveraineté nationale. Vous vous rendez compte, quelle souveraineté? Quel pays africain est souverain quand des pick-up de djihadistes peuvent entrer et renverser votre régime et vous créez des problèmes à n'en plus finir? C'est quoi cette souveraineté? D'ailleurs, il faudra dans nos débats voir le souverainisme individuel de nos États. Personnellement, je ne le partage pas. Le souverainisme collectif des Africains pour défendre leur continent, ça, je suis totalement en phase. Mais au nom de la souveraineté, prétendue souveraineté d'ailleurs, les Africains ont refusé l'unité, ont refusé d'aller à l'unité. Parce qu'ils préfèrent chacun dire, oui, moi, écoutez, il ne faut pas toucher à la souveraineté de mon pays. Quelle souveraineté? Est-ce que les djihadistes ont demandé la permission de toucher à votre souveraineté? Ils sont un peu partout maintenant dans le continent. Donc, nous avons ce terrorisme au Sahel. Et l'Union africaine certainement va évoquer le sujet dans une résolution. Je ne suis pas sûr qu'ils vont venir avec un schéma opérationnel de lutte contre le terrorisme et de résolution de la crise du terrorisme. Ensuite, nous avons eu 5 coups d'État militaires actifs. 5 coups d'État militaires actifs. Et nous avons ce que j'appelle des coups d'État constitutionnels actifs. C'est-à-dire des gens qui ont modifié leur constitution pour rester au pouvoir en donnant toutes sortes de prétextes sur oui, le besoin de toiletter la constitution, etc. Mais besoin d'avoir un autre mandat. C'était ça l'enjeu. Et donc, nous au Sénégal, vous avez vu comment on a réglé le problème. On s'est mobilisé. On a dit à l'ancien président, vous avez toujours dit que personne ne fera plus de 2 mandats, donc vous aussi, vous ne le ferez pas. Nouvelle ou ancienne constitution, ça ne compte pas. Et finalement, il a renoncé. Mais quand un président, comme on a eu le cas de la Guinée, pour ne pas nommer ce cas, le président change la constitution à quelques mois, en sortant hors des règles de la CEDEAO, des 6 mois minimum requis. Il change la constitution, il se fait élire, et la CEDEAO va là-bas et certifie les élections, alors que tout le monde sait ce qui s'est passé. Et ça aussi, j'appelle ça des coups d'État constitutionnels et des coups d'État électoraux. Donc l'Afrique n'a pas que des coups d'État militaires. On a plusieurs formes de coups d'État qui méritent discussion. C'est pour ça que moi, j'avais proposé, lors de la présidentielle du Sénégal, la convocation dans les meilleurs délais des assises de la gouvernance en Afrique. Assises de la gouvernance en Afrique. On invite tous les chefs d'État sans discrimination, aussi bien ceux qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État militaire, que ceux qui sont arrivés au pouvoir par coup d'État constitutionnel, que par coup d'État électoraux, comme ceux qui sont arrivés dans des élections transparentes, démocratiques, etc. Ne faire aucune différence. Ce sont tous des Africains, ce sont tous nos frères et sœurs, et nous devons leur parler. Nous devons leur parler de la grave situation du continent et pourquoi ils doivent accepter qu'on aille à des unions plus fortes. Moi, je pense que la vraie solution à la crise de la CEDEAO et du départ malheureux de 3 pays frères auxquels nous tenons énormément, ce n'est pas de continuer la CEDEAO avec 12 membres, c'est d'accepter ces assises de la gouvernance, voir tout ce qui ne va pas entre nous, en discuter entre frères et sœurs, et entre Africains patriotes ou entre panafricanistes, et décider de mettre en place l'union des États, l'union, la fédération des États de l'Afrique de l'Ouest. On doit dépasser le niveau CEDEAO, communauté économique, aller à une union des États de l'Afrique de l'Ouest, union fédérale avec les 15 pays membres. Et comme les 3 leaders des mouvements qui dirigent le Mali, le Niger et le Burkina sont des panafricanistes affirmés, je ne pense pas qu'ils vont rejeter la mise en place d'une union fédérative panafricaine de l'Afrique de l'Ouest. Et ce serait un modèle pour la SADC, pour l'Afrique du Nord, l'Afrique de l'Est et l'Afrique centrale. Il faut que nous créions 53 États balkanisés, impuissants. Aucun pays émergent, après 63 ans d'indépendance, aucun pays émergent. Des politiques qui nous ont menés à une situation où vous avez 600 millions d'Africains, c'est des chiffres officiels, 600 millions d'Africains sur 1,3 milliard, donc presque la moitié, qui n'ont pas accès à l'électricité.
600 millions. 200 millions d'Africains qui sont dans la famine ou au bord de la famine. Ces politiques ont échoué. Combien de jeunes Africains sont dans la rue? Et d'ailleurs, je dis qu'on vend souvent les ressources naturelles, or, diamant, pétrole, gaz, cobalt, coltan. Mais la première ressource, entre guillemets, naturelle, c'est la ressource humaine que nous avons, c'est la jeunesse africaine. Parce que si 70% de la population de nos pays sont composés de jeunes, sur 1,3 milliard, on fait un bon calcul, on n'est pas loin de 1 milliard de jeunes africains. 1 milliard de jeunes, donc le continent le plus jeune du monde, et 1 milliard de jeunes qui marchent avec nous sur l'or, le diamant, le coltan, le cobalt, etc. C'est-à-dire 40% des ressources naturelles du monde. Donc, quel est le problème de l'Afrique? Vous avez les bras, les jeunes, vous avez les richesses. Il manque à l'Afrique le leadership. J'ai toujours dit dans toutes mes conférences, premier problème de l'Afrique, le leadership. Deuxième problème de l'Afrique, le leadership. Troisième problème de l'Afrique, le leadership. C'est ça qui fait qu'on a des unions qui ne marchent pas, des unions régionales, une union continentale, etc., etc. On lance de grands projets, on signe, comment on dit, on signe en grande pompe, comme la ZLECA et tout ça, et puis après, voilà, tout le monde se calme, on n'en parle plus. Moi, j'ai dit, c'était pour blaguer un peu, mais j'y crois aussi profondément, que les chefs d'État qui ont signé l'agenda 2063, qui ont renvoyé la résolution des grands problèmes du continent à 2063, c'est-à-dire dans 50 ans, ils doivent aussi signer un deuxième engagement, c'est d'être là en 2063 pour participer au bilan de leur agenda 2063. Et puis l'agenda 2063 nous promet une Afrique paradisiaque, où tout le monde a une voiture, tout le monde a une maison, tout se passe très bien, il n'y a aucun problème, etc., etc. Je pense que ça pose de sérieux problèmes. Il faut qu'on nous prenne pour des adultes. Il n'y a pas de pays au monde, les États-Unis ont énormément de problèmes, toutes les puissances du monde ont des problèmes, et les États-Unis d'Afrique ne peuvent pas attendre 50 ans encore, comme ils l'ont proclamé. C'est pour ça, d'ailleurs, que le mouvement fédéraliste panafricain que je rejoins, je suis tout à fait d'accord avec eux, ils sont dans l'agenda d'accélérer l'histoire du continent, d'accélérer le fédéralisme, essayer d'aller à l'unité le plus rapidement possible dans les 5 prochaines années, ou maximum dans les 10 prochaines années, mais en tout cas qu'on aille à l'État fédéral. Alors, donc, l'Union africaine va tenir ce sommet et on va ressortir avec toujours les mêmes résolutions, les mêmes déclarations, alors que l'Afrique a des urgences, de grandes urgences qui ne peuvent pas attendre. Maintenant, un des plus grands dangers, qui est un danger pas nouveau d'ailleurs, qui est là depuis avant la guerre d'Irak, etc. Et le comportement récent de Netanyahou l'a prouvé, et d'autres comportements, et le changement à la tête de la puissance américaine, c'est que le monde va devenir de plus en plus, comme on dit en anglais, a dangerous place, une place dangereuse. Comment le Sénégal, avec ses 17 millions d'habitants, peut s'asseoir en face de la Chine pour dire que nous voulons que la Chine nous traite comme partenaire égal? Mais ça fait sourire les amis. Ça fait sourire. La Gambie, la Guinée-Bissau, le Sénégal, individuellement, vont aller discuter avec la Chine. Individuellement, vont aller discuter avec l'Inde. Individuellement, vont aller discuter avec le Brésil. Il faut qu'on arrête tout cela. Comment faire pour faire comprendre à nos leaders que cette voie-là, elle a prouvé ses limites historiques? Ce paradigme, il est mort, tué par la réalité historique. Ce paradigme a échoué. Il faut changer de paradigme. Il faut changer de paradigme. 1,3 milliard d'Africains peuvent et doivent avoir un siège permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Mais quand vous en discutez, les non-africains vous disent « Oui, mais bon, écoutez, c'est bien beau ce que vous dites, mais vous n'allez pas vous entendre. » J'ai toujours répondu ceci. Il faut répondre aux questions qu'on vous pose. Cette question est posée aux Africains, pas à vous. Ça ne vous regarde pas. Qu'on s'entende ou qu'on ne s'entende pas, laissez-nous gérer nos problèmes. Parce que voilà, l'interférence, l'ingérence de l'extérieur, et des gens qui sont sûrs qu'ils ont les bonnes réponses pour nous. L'Afrique, aujourd'hui, ne peut pas continuer d'accepter de ne pas avoir un siège de membre permanent. Alors les gens disent, oui, ne le donnez pas à un pays, donnez ça à l'Union africaine. Dans les 5 membres permanents, quelle organisation il existe? Il n'y a pas d'Union européenne, il n'y a pas d'Union des pays de l'Amérique latine. On peut prendre un pays, le Nigeria, le Cameroun, l'Afrique du Sud, le Maroc, n'importe quel pays.
lui dire d'aller représenter l'Afrique et d'aller sur un agenda africain et d'être entouré par 2 ambassadeurs par communauté régionale, donc un groupe de travail permanent de 10 ambassadeurs qui encadrent le pays en question et le pays s'assoit là-bas avec le drapeau de l'Union africaine derrière lui et le drapeau de son pays s'il veut. Mais peu importe, ce pays ne représente pas le Nigeria, ne représente pas le Cameroun, il représente l'Afrique. Pourquoi pas? Si on règle ce genre de détails, comme disait le président Ouad à l'époque, avec beaucoup de pertinence, avant de chercher 2 fauteuils de membres permanents, ou 3 ou autres, réparons d'abord l'injustice, l'absurdité qui fait que l'Afrique représente 70 à 80% de l'agenda du Conseil de sécurité et il y a 0 pays africain qui a le droit de veto. Si on avait le droit de veto avec un membre permanent, la crise libyenne n'aurait peut-être pas eu lieu, la crise du Sahel n'aurait peut-être pas eu lieu et on aurait empêché beaucoup de choses. Mais on s'est laissé faire. Et aujourd'hui, des Africains sont prêts à tout faire pour qu'aucun pays africain n'accepte comme membre permanent parce que si ce n'est pas leur pays, ils ne sont pas d'accord. Donc, de ce point de vue aussi, je pense que nous devons faire beaucoup d'efforts pour changer les choses. Je termine peut-être sur un point qui me tient à cœur. La révolution panafricaniste, elle est forcément et nécessairement féministe. Féministe. Ce que les femmes africaines ont fait pour nous, personne ne l'a fait dans l'histoire. La résilience absolue de l'Afrique, c'est d'abord les femmes africaines. Elles se sont mobilisées. Aujourd'hui, si malgré les souffrances, les insuffisances, le fonctionnement chaotique, c'est les femmes africaines qui se réveillent à 4 heures du matin et qui se couchent à minuit, qui tiennent nos pays dans leurs bras. Donc ces femmes-là, nous leur devons tout, nous leur devons respect. Il faut la parité dans nos assemblées, parité dans nos gouvernements. On a maintenant des gouvernements, 30 ministres, dont 4 femmes, 3 femmes. Alors que les femmes sont aussi bien éduquées et même comme nous, ce qui nous est arrivé en tant qu'Africains, il fallait être meilleur parmi les meilleurs pour être simplement normal et respecté. Meilleur parmi les meilleurs. Les femmes font la même chose. Chaque fois que vous mettez une femme en compétition avec d'autres dans un cadre précis, elles se sentent obligées d'être meilleures parmi les meilleurs pour être respectées. Donc, nos femmes sont compétentes, elles sont brillantes, elles ont tous les niveaux. Il faut qu'on accepte de les considérer comme telles et leur donner toute leur place dans les décisions et dans les mécanismes de décision. Arrive maintenant la question de la diaspora. On a 2 diasporas. J'avais écrit un texte en 2005 au sein de l'Union africaine. D'abord, c'est moi qui ai proposé, sur demande du président Ouad, qu'on inscrive dans la charte de l'Union africaine la diaspora comme 6e région du continent. Beaucoup de pays ont refusé, on s'est retrouvé, on m'a demandé de rédiger un paragraphe. J'ai rédigé un paragraphe disant que la diaspora est partie intégrante du continent. Ils l'ont accepté, on a avancé. Mais nous, on a continué à parler de 6e région du continent. Mais à l'époque, les gens me disaient, mais vous parlez de quelle diaspora? Les Africains américains, Africains caribéens, Africains brésiliens, ou bien vous parlez des Africains camerounais aux États-Unis, Sénégalais en France, etc. J'ai dit, c'est ça les 2 diasporas. Il y a la diaspora historique qui est indéniable. C'est les millions d'Africains arrachés à ce continent et amenés, soi-disant, en esclavage à l'extérieur. Mais il y a la diaspora moderne africaine. Des Africains qui ont décidé d'aller travailler au Canada, travailler aux États-Unis, en France, en Allemagne, etc. Mais ces Africains, ils souffrent justement de ne pas pouvoir revenir et aider le continent. Et ils se comptent aujourd'hui par des millions. Mais quand ils rentrent chez nous, ils sont maltraités, ils ne sont pas bien accueillis. On ne leur fait pas de place. L'Afrique ne pourra pas connaître la renaissance sans s'appuyer en partie sur sa diaspora. Nous avons besoin de cette diaspora. Maintenant, la diaspora historique, beaucoup font un mouvement de retour. Ils veulent revenir au continent, ils veulent avoir accès au passeport, ils veulent avoir accès aux terres, etc., pouvoir construire, pouvoir investir. Pourquoi pas? C'est aussi la terre de leurs ancêtres si nous sommes cohérents. Marcus Garvey disait qu'il y avait 2 types d'Africains, mais il y a un seul groupe africain. Il y a les Africains qui sont chez nous, donc en Afrique, et les Africains qui sont à l'étranger, Africans at home and Africans abroad. Donc, c'est ça la vérité. Et ces Africains de la diaspora, Afro-Américains, Afro-Brésiliens, ou bien Sénégalo-Américains ou Camerounais, sont tous des Africains. Ils ont toute leur place et on leur donne une chance de venir faire quelque chose, contribuer à la renaissance du continent. Et maintenant, je termine vraiment, cette fois, je termine vraiment. Je pense que nos jeunesses africaines ont besoin
que leur imaginaire soit réenchanté positivement. Pourquoi? Parce que moi, quand je vois un jeune Africain qui ne connaît pas Kwame Nkrumah, je vois un jeune Africain qui ne connaît pas Cheikh Anta Diop, un jeune Africain qui ne connaît pas Marcus Garvey, ça fait mal au cœur. Ça veut dire qu'il y a quelque chose que nous, notre génération, il y a des choses qu'on n'a pas transmises correctement. Il faut que nos jeunes sachent le combat héroïque que Cheikh Anta Diop a mené au plan intellectuel, universitaire, mais aussi au plan politique, parce que c'était un panafricaniste fédéraliste. Et ça aussi, que nos intellectuels arrêtent de dire « Ah oui, moi je suis panafricaniste ». Et ils ne prononcent jamais le mot État fédéral africain. Ils ne prononcent jamais le mot fédéralisme africain. Parce que pour eux, le panafricanisme, c'est un courant intellectuel, universitaire, ça leur va comme ça. Non, non, non. Il faut passer aux choses sérieuses, comme disait l'autre. Le panafricanisme, c'est le fédéralisme par essence pour nous mener à avoir une union des États africains, union ouverte aux communautés de la diaspora qui veulent rejoindre cette union. C'est ça la grande Afrique dont nous rêvons, l'Afrique de la Renaissance, qui a son État, qui fait partie des World Global Leaders, qui a son armée, qui a sa diplomatie, qui a son commerce extérieur, qui a sa citoyenneté commune. Si nous ne le faisons pas, c'est pourquoi dans le titre de notre thème, on a parlé de l'urgence d'une Afrique unie. Si nous ne le faisons pas, on sera emporté d'une façon ou d'une autre par la recomposition en cours. Et les gens, je vous jure, j'ai pensé un moment que le deuxième congrès de Berlin était possible. Mais cette fois, il sera silencieux. Personne ne va en parler, ils vont juste agir. Agir, c'est déterminer des zones d'influence. Est-ce que quelqu'un d'entre vous pouvait imaginer il y a 2 semaines que le président des États-Unis peut demander que Gaza soit vidé de 2 millions de Palestiniens parce qu'il faut créer là-bas un centre de loisirs, une riviera, une côte d'Azur, etc. C'était impensable il y a 2 semaines, mais c'est arrivé sous nos yeux. Et je vous jure que l'Afrique ne peut pas continuer avec l'ensemble de ses richesses, de son potentiel, de ses ressources hydriques, de sa jeunesse, continuer à gaspiller les opportunités de développement et de progrès, que les autres se mettent à nous regarder. Chacun va délimiter son espace et va venir conquérir sa part d'Afrique et nous serons perdants. Donc pour que nous soyons gagnants, il faut faire tomber les barrières artificielles, faire tomber les réticences. Allons à la Fédération des États africains unis. C'est tout à fait possible et c'est d'une urgence absolue. Je m'excuse d'avoir été long. Son Excellence, il vous reste 2 minutes pour conclure afin que les participants puissent avoir l'occasion de pouvoir poser quelques questions avant la fin de notre réunion. Merci, Son Excellence. Merci, cher ami. En fait, je voudrais juste peut-être référer à ce que Cheikh Anta Diop a appelé en 1960. Moi, ce qui est ahurissant, c'est de voir comment nous sommes en retard sur nos ancêtres, nos anciens. Comment nous sommes en retard sur nos anciens. Quand Cheikh Anta dit en 1960, il est urgent de faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Il est urgent de faire basculer l'Afrique sur la pente de son destin fédéral. Cheikh Anta Diop n'a jamais pensé qu'on pouvait construire l'Afrique avec 50 et quelques États émiettés, ce qu'on a Senghor a appelé d'ailleurs la balkanisation de l'Afrique. Vous prenez l'espace sénégambien, où il y avait la Guinée-Bissau, le Sénégal, la Gambie, une partie peut-être de la Mauritanie. Aujourd'hui, vous avez un État arabophone, la Mauritanie, un État francophone, le Sénégal, un État anglophone, la Gambie, un État lusophone, la Guinée-Bissau. Vous voyez l'absurdité dans laquelle on nous a installés. Et quand on est aussi émietté, effectivement, on devient faible. Donc, au total, chers amis, il nous faut renouer, comme disait le professeur Otunji, que j'ai beaucoup admiré dans ma vie, il faut que l'Afrique renoue avec l'initiative historique. C'est ça qu'il disait. Il faut que l'Afrique renoue avec l'initiative historique. Est-ce que nous sommes prêts à renouer avec l'initiative historique? Est-ce que nous sommes prêts à reprendre notre destin en main? Et beaucoup d'ailleurs ne voient pas bien l'articulation entre Renaissance africaine et État fédéral. Pour nous, l'État fédéral est une condition sine qua non de la Renaissance africaine. Nous avons un immense potentiel intellectuel, de ressources, universitaires de très haut niveau, chercheurs, écrivains, artistes. Nos artistes sont parmi les meilleurs au monde. Nous avons tout ce qu'il faut. Une jeunesse vibrante, une jeunesse brillante, une jeunesse bien formée aujourd'hui. On n'a plus d'excuses. On n'a plus d'excuses
pour défendre, comme le font certains. Ils vont dans les réunions internationales, oui, vous savez, certains sont pessimistes, mais parmi les 10 économies qui ont la plus grande croissance, il y a 7 pays africains, donc l'Afrique se porte bien. Ça, c'est pas gentil de dire ça. Ça, c'est pas la vérité historique. Honnêtement, c'est vrai qu'il faut citer les cas positifs pour encourager les gens, etc. Parce que la jeunesse africaine, aujourd'hui, en ayant renoué en grande partie avec le panafricanisme, elle n'a pas l'intention de plier les bras, elle est dans les startups, elle est un peu partout. Quelqu'un a dit que d'ici 2050, on aura plus d'1 milliard d'Africains internautes. Donc, les nouvelles technologies sont là. Il faut aussi qu'on prenne notre part de responsabilité et qu'on avance. Donc, chers amis, c'est ce que je voulais dire. Et vraiment, je m'excuse si j'ai été long, mais je pense que tout cela participe au plaidoyer que nous devons faire pour aller à l'unité le plus rapidement possible. Et moi, je propose éventuellement, si l'unité continentale d'un seul coup va être difficile, au moins que chaque région du continent se mue en une fédération primaire, ce que Nyerere appelait les fédérations primaires. C'est-à-dire dans chaque région, on crée une sorte de fédération des États de l'Afrique de l'Ouest, de l'Afrique du Centre, Nord, Sud, etc. Et ces fédérations, plus tard, convergent vers le grand État fédéral africain que nous cherchons. C'est possible, et comme disait Mandela, c'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. C'est toujours impossible tant que ça n'a pas été fait. Donc faisons-le, chers amis. Faisons-le, c'est possible. Merci beaucoup. Oh, ok, merci beaucoup, Son Excellence, pour cette brillante présentation. Je crois que de façon individuelle, d'une manière ou d'une autre, le débat pourrait se poursuivre parce que c'est un thème qu'on ne pouvait pas évacuer toutes les possibilités aujourd'hui. Donc, je crois que cela valait la peine parce qu'aujourd'hui, l'Afrique est face aux mutations géopolitiques et géostratégiques mondiales. Et il faudrait que nous, les intellectuels, nous puissions réfléchir sur la place que peut occuper l'Afrique sur cette géopolitique en mutation. Donc, je crois bien que l'exposé a été vraiment riche. Son Excellence a passé en revue les questions de paix et de sécurité en Afrique. Il a passé également en revue la configuration de la géopolitique actuelle et a beaucoup plus insisté sur la place de l'Afrique dans cette géopolitique. Et également, son Excellence a parlé également des responsabilités des organisations sous-régionales de l'Afrique. Et en ce qui concerne les solutions, entre autres, j'ai noté ici la tenue, vraiment, son Excellence propose la tenue de l'assise de la gouvernance en Afrique et surtout vraiment la création des fédérations des États de l'Afrique, hein, notamment de l'Afrique de l'Ouest. Donc, je pense que les participants ont bien suivi. Nous allons présentement accorder la parole aux participants s'ils ont des questions, mais déjà, au niveau du chat, il y a eu déjà une question que son Excellence devrait peut-être répondre, hein, notamment la clarification du concept de Global South, la classification du concept de Global South. Bon, et il y a aussi une deuxième question que j'ai vue au niveau du chat. Est-ce que si l'Union africaine continue toujours à être financée par les Européens, est-ce que l'Afrique pourrait véritablement être indépendante? Voilà. Est-ce que l'Afrique pourrait également réussir la stratégie de fédération? Donc voilà quelques questions que les participants ont posées. Donc je vais donner la parole aux participants. Son Excellence va noter la question et on va lui remettre la parole pour apporter quelques éléments de réponse. Donc, à vous la parole, chers participants. Vous pouvez lever le doigt et puis on va vous accorder la parole. Ok, donc je vois un doigt levé, donc il peut prendre la parole. Merci. Merci, coordinateur.
Ah, C'est bon. c'est lequel? Oui, merci de m'avoir accordé la parole. Je m'appelle Loubadoum Garamlan Césaire. Et ma préoccupation repose simplement sur le fait que pourquoi l'Union africaine préfère plutôt une union totalitaire. À l'exemple des États-Unis, Allô, allô, allô. Oui? Oui, Bon, c'est celui qui a la parole. On vous écoute plus. Si vous pouvez oui, répondre à la question, s'il vous plaît. je ne sais pas, est-ce que comme l'autre partie, là, c'est un problème des réseaux, est-ce que je peux en profiter pour prendre la parole rapidement? Je voudrais prendre la parole, s'il vous plaît. J'ai levé la main. Vous pouvez profiter pour poser votre question. Une question à chaque intervenant. D'accord. Voilà. Bonjour. Bonjour à l'invité. Bonjour à l'autre et merci pour cette initiative. Un grand merci au président Cheikh Tidiane Gadio. Comme le temps est très court, je vais faire très vite en quelques secondes. Premièrement, avant tout à l'heure, durant le propos du docteur Cheikh Tidiane Gadio, l'excellence a beaucoup parlé de la souveraineté. C'est des mots qui reviennent à chaque fois dans des réunions et organisations africaines. Alors, le mot souveraineté, il est bien galvanisé. Je vais lire rapidement une phrase du livre Un destin pour l'Afrique du président Abdoulaye Wade, page 176. Le président Abdoulaye Wade dit poursuivre des objectifs irrationnels, poursuivre des objectifs irréalisables participe plus du rêve que de la politique. Alors, cette phrase du président Abdoulaye Wade dans Un destin pour l'Afrique, c'est également aujourd'hui, ma question viendra rapidement à la fin. Aujourd'hui, lorsqu'on voit certaines actions, par exemple, je prends le cas du Mali. Nous avons parlé du terrorisme. Excellence a parlé du terrorisme. Au Mali, il y a eu 14 000 militaires de la MINUSMA qui dépensent le coût d'à peu près 1,2 milliard de dollars par an. Il y a eu 3 000 militaires de l'Union européenne et de la France avec un coût d'à peu près 700 millions d'euros par an. Tout cela n'a pas contribué, certes, a permis de diminuer le terrorisme, mais ne l'a pas éradiqué complètement. Et donc aujourd'hui, nous arrivons à une époque où on nous parle au nom d'une souveraineté, au nom d'une certaine, je mets entre guillemets, d'un certain panafricanisme. On vient et puis on dit tous les autres militaires dehors, nous sommes des États souverains, nous allons recouvrir cette souveraineté et nous allons recouvrir notre souveraineté. Donc, nous-mêmes, nous allons de nos problèmes et on voit ce que ça donne. Posez votre question. Ça donne. Alors, ma question est celle de savoir est-ce qu'on n'est pas dans de l'hypocrisie, le mot est un peu fort, certain. Encore, dans le même livre, Un destin pour l'Afrique, à la page 245, le président Abdoulaye Wade disait ceci, il dit que, car le monde, dans les années à venir, il parlait des années à venir, il dit que le monde sera constitué de vastes ensembles puissants, autant sur le plan économique que sur les plans technologiques et militaires. L'Europe, les États-Unis, la Russie, la Chine, le Japon, l'Inde. Si en face, nous restons encore des petits États sous-développés, il est à craindre que une nouvelle domination. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez poser votre question? Oui, j'en viens quelques secondes. Aujourd'hui, est-ce que cette domination n'est pas présente?
personnes qui ne sont pas vraiment des Africains. Avec eux, la souveraineté va marcher. Merci, j'en ai terminé. Alors, effectivement, passer directement à la question parce qu'on n'a plus de temps. On n'a plus de temps, assez de temps. Oui, monsieur Locordo, je pense qu'il a posé sa question. Est-ce que vous pouvez passer la parole au professeur Diomaye? Ah, ok. Diomaye Ntongo, oui, oui, oui. D'accord, professeur, vous pouvez prendre la parole. Salut à tout le monde, merci. Merci de m'avoir passé la parole. Merci, cher Tidjane, pour cet exposé. Mais le docteur Gadio s'est sous-présenté. Il a été un peu trop modeste parce qu'il sait que moi, son roi, je suis là. Et il est bon esclave dans notre culture, n'est-ce pas? Mais Gadio a été instrumental dans l'arrivée d'Abdoulaye Wade au pouvoir. Ce n'est pas pour lui faire une faveur qu'il a gardé ministre pendant 9 ans, le ministre qui a le plus duré au pouvoir sous le règne de Wade, mais c'est parce qu'il a été instrumental. Gadio et moi avons construit la coalition qui a mené Wade au pouvoir en 2000. L'autre chose que Gadio ne vous a pas dit aussi, c'est que en 2009, il a organisé le grand symposium des États-Unis d'Afrique. Une forte délégation camerounaise est arrivée là-bas, dirigée par le professeur Maurice Tadedje, paix son âme, qui effectivement était un grand unioniste africain. Les gens confondent souvent panafricanisme et unionisme africain, mais unionisme africain, Maurice Tadedje en était un grand, c'est-à-dire c'est ce qui se bat pour qu'il y ait une unité, qu'elle soit culturelle, économique ou politique, entre les pays ou les peuples africains en général. Moi, je suis Diomaye Faye. J'ai été au Cameroun plusieurs fois. J'ai été là-bas avec le professeur Obenga pour lancer le mouvement fédéraliste panafricain. J'étais là-bas il y a 2 ans de cela, où j'ai fait une conférence sur le panafricanisme au XXIe siècle et la Renaissance africaine avec le frère Charles Mbele, le professeur Charles Mbele, n'est-ce pas, à l'école normale. Mais il y a une chose, pour le frère qui vient de parler, Abdoulaye Boubou, la souveraineté est simple, mon frère. C'est la capacité, la liberté de se choisir ses politiques. Ce qui est l'indépendance. Tous les pays africains peuvent se choisir leur politique, mais ce que les pays africains n'ont pas, c'est la capacité de mettre en œuvre ces politiques, peu importe ce qu'en pense le reste du monde. Aucun pays africain n'a ça. Et ce ne sont que les États africains unis qui auront ça. C'est pour cela que Cheikh et moi, nous nous battons pour ces États africains unis, qui, dès qu'ils seront créés, on n'aura même pas besoin de négocier un siège au Conseil de sécurité des Nations avec droit de veto. Ce n'est pas une négociation, on s'assoit et puis c'est tout. Ou bien la séance africaine. Donc, le mouvement fédéraliste panafricain, je vous demande, c'est dommage, vraiment le temps est limité, mais j'aurais bien aimé partager avec vous ce que nous appelons l'appel pour le premier congrès fédéral panafricain. Et c'est là devant vous, n'est-ce pas? Êtes-vous convaincu que l'unité politique des États africains est une urgence pour les Africains du continent et de la diaspora? Êtes-vous du même avis que Kwame Nkrumah quand il affirmait qu'il est clair que nous devons trouver une solution africaine à nos problèmes, que celle-ci ne peut être trouvée que dans l'unité divisée, nous sommes faibles, unifiée, l'Afrique peut devenir une des plus grandes forces pour le bien du monde, pas pour le bien des Africains seulement, mais pour le bien du monde parce que nous sommes la mère de l'Homo sapiens. Et c'est nous qui avons le devoir de sauver l'Homo sapiens. Et sans l'unité africaine, cet Homo sapiens risque d'être tué par les Occidentaux. Pensez-vous que Cheikh Anta Diop avait raison quand il a dit l'unité africaine, je pense, viendra de la base et se développera comme un courant sous-jacent à la stérilité politique actuelle et à la stagnation économique rampante de nos États? Ça veut dire, est-ce que ce sont les peuples qui vont créer l'unité? Il croit, Cheikh Anta, que l'unité viendra de la base, pas du sommet, pas des leaders. En avez-vous marre de voir les Africains apparaître comme de pauvres victimes incapables de se prendre en charge lors de catastrophes naturelles ou causées par des humains? Croyez-vous que si la volonté existe, les Africains peuvent ne plus être perçus comme certains comme les damnés de la terre? Croyez-vous
que les Africains ont besoin de se doter d'un État fort qui peut demander la réparation des torts dont ils ont été les victimes à travers l'esclavage et la colonisation. La dernière, mais certainement pas la moindre, vous voyez-vous promouvoir ou œuvrer pour l'unification politique de tous les États africains? Si votre réponse à au moins une de ces questions ci-dessus, c'est-à-dire les 6 premières, nous vous prions de bien vouloir nous rejoindre en allant au site web que vous voyez, il est très simple, PAFMUAS, Pan-African Federalist Movement, United African State.org. Et c'est tout, et c'est tout. Merci, cher, vraiment pour cet exposé illuminant. Merci, professeur. Le Cameroun, pour moi, est un pays cher. Mon premier fils, le nom, son nom, c'est Afana. Je pense que vous tous, vous connaissez Osende Afana ici. Et il s'appelle Racine Afana Faye. Parce que Osende Afana, effectivement, est le premier économiste africain à démontrer effectivement que nous devons avoir une monnaie unique, non seulement, mais aussi que sans unité, l'économie, le développement économique est impossible. Je ne parlerai pas de Oumniobé Rouben, je ne parlerai pas de tous les autres, n'est-ce pas? Mais le Cameroun était une terre fertile. Je dis bien était. Parce qu'aujourd'hui, je remarque que les intellectuels camerounais, beaucoup, je connais bien beaucoup de mes amis, ce sont de grands intellectuels, ce sont de grands panafricanistes, mais ça hésite un peu. Merci. Merci, professeur, pour votre intervention et contribution. Si on peut passer la parole à un autre intervenant, j'aimerais comme prendre ça, la nous parole, s'il allons vous plaît. reprendre la parole au docteur. Bonsoir, s'il vous plaît, j'aimerais prendre la parole. Monsieur Kouna. Bonsoir à tout le monde. Déjà, je remercie le professeur Bikono pour l'opportunité de l'échange et aussi son excellence pour le temps qu'il a mis dans son brillant exposé. Je suis Kouna, historien, et j'ai 2 préoccupations à poser à son excellence comme question autant pour moi. La première question, c'est de savoir comment est-ce que, vu qu'il milite pour les idées de Kwame Nkrumah avec une Afrique unie, un seul président de la République peut-être, un ministre, mais comment est-ce que l'Afrique peut s'unir alors qu'il y a des problèmes d'intangibilité des frontières héritées de la colonisation qui a été mise en place par l'Union africaine en 1964? Il y a des problèmes de frontières. Comment est-ce que c'est possible de nos jours? Et déjà, nous savons que les pays, les chefs d'État africains sont jaloux de leur souveraineté. Même la ZLECAf qui devait être mise en place n'a pas été mise en place, n'est pas encore effective. Même le MUTA, qui est le marché unique de transport aérien africain, il n'est pas encore mis en place. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place un gouvernement unique en Afrique avec ce problème de frontières? Et la deuxième préoccupation que j'aimerais poser à son excellence, c'est par rapport ici à la vision de l'agenda V63 de l'Union africaine. Pour ma part, je pense que l'Union africaine a prévu dans cet agenda un certain nombre de choses qui, pour ma part, peuvent aider l'Afrique à peser, sinon à être meilleure que le siècle dernier. Mais tout réside ici, peut-être avec on va dire, la mauvaise foi de certains dirigeants africains. Donc, et la question que j'aimerais poser par rapport à cela, c'est comment, par exemple, on peut avoir une monnaie africaine alors que certains chefs d'État bénéficient d'une relation clientéliste avec certaines puissances étrangères? Parce que d'autres chefs d'État peuvent accepter, mais certainement d'autres chefs d'État ne peuvent pas l'accepter. Donc, comment est-ce qu'on peut mettre en place une monnaie purement africaine alors que certains dirigeants africains mettent en place une relation de clientéliste avec les puissances étrangères? Et en fin de compte, j'aimerais aussi revenir un peu sur l'aspect des coups d'État en Afrique. Nous savons bien que certains coups d'État en Afrique sont ficelés, on va dire, sont financés même par les puissances étrangères. Donc, par exemple, si on prend le cas au Togo avec Sylvanus Olympio, on a vu que c'est la France qui, bon, il n'y a pas de preuves, mais on sait tous que c'est la France qui a occasionné ce coup d'État-là. Alors, avec ces différents problèmes en Afrique, ces différentes
ce partenariat, on va dire, avec ce qu'on appelle la diplomatie du couloir, comment est-ce qu'on peut amener ces différents, comment dirais, ces différents pays-là, ces différents chefs d'État et avoir une pensée unique pour l'Afrique. Parce que tous, dès le mandat, ils veulent un développement de l'Afrique. Donc, ce sont mes différentes préoccupations. Ils sont un peu éparses parce que j'essaye de ne pas prendre trop de temps, mais voilà mes différentes préoccupations. Et merci encore pour la Ok, parole. ok. Merci beaucoup, Monsieur Koumna, pour les préoccupations. À présent, nous allons accorder 3 minutes à son Excellence pour essayer d'apporter quelques éléments de réponse et aussi de clarification sur un certain nombre de questions qui ont été posées. Ensuite, on va donner la parole en dernier au professeur Cyril, lui qui va prononcer son mot de clôture ou de remerciement en tant que président de la plateforme. Merci beaucoup, Son Excellence. À vous la parole. Merci, merci infiniment pour les questions et les commentaires aussi. Je salue en particulier mon frère et ami Diomaye Faye. J'allais dire qu'il porte le nom de notre président, mais en fait, c'est notre président qui porte son nom parce que il est le frère du père du président, donc il est le père du président, quoi. Donc, mais c'est un grand combattant de la cause africaine. Pendant des décennies, on a été des compagnons, on a lutté ensemble. Et aujourd'hui, je crois qu'il est dans une posture de leadership absolument incroyable, absolument extraordinaire. Et je le félicite et je l'encourage. Il a une vision très large et très engagée un peu partout en Afrique. Donc voilà, je ne sais pas si vous m'entendez. Allô? Est-ce que vous m'entendez? Oui, ici, président Thiopel, oui, nous entendons professeur. 765. Docteur, Voilà, on t'entend. alors, voilà, rapidement, sur le Global South, c'est toute une discussion, on n'aura pas le temps parce qu'il y a des projets intéressants dans le Global South. Ce que je vois, moi, et que je note et que vous voyez aussi peut-être, c'est que la Chine a pris le leadership du Global South. OK? Ça, c'est évident. L'Afrique du Sud joue une très bonne partition aussi dans le Global South. D'ailleurs, j'ai voulu mentionner dans mon exposé que les attaques contre l'Afrique du Sud venant de Trump aurait dû avoir une réaction mondiale ou à défaut au moins une grande réaction africaine. Mais on ne nous entend pas sur ce dossier parce que la question de la terre en Afrique du Sud, accaparée par les Blancs racistes pendant plusieurs décennies, qu'on trouve un moyen ou qu'on cherche une répartition plus équitable et que quelqu'un intervienne pour dire oui, vous faites souffrir les Blancs, vous êtes injuste avec eux, donc on va vous faire souffrir, on va vous enlever notre aide, etc. Nous tous, on devait réagir. Mais ça, l'Afrique du Sud, de toute façon, est dans une posture très positive qu'il faut soutenir dans le Global South. Vous avez le Brésil, qui est un pays très important, très puissant. Maintenant, il y a la Russie. Et moi, j'ai posé une question qui me semble être une question importante. C'est les non-alignés, on savait ce que c'était. C'était des pays disparates, très différents, mais ils avaient comme vocation. J'ai participé à un sommet des non-alignés et j'avais rencontré Fidel Castro et tout. C'était vraiment un moment intéressant de ma vie et j'ai vu ce que c'était le mouvement des non-alignés. Alors, maintenant, on a amené le Global South. D'abord, il y a le Sud, nous étions le Sud. Maintenant, nous sommes le Sud global, donc plus inclusif. Et les gens pensent que si la Chine peut en faire partie, la Russie devrait pouvoir en faire partie. Or, pour moi, la Chine a toujours été, depuis Chou En-lai et les autres, dans le mouvement des non-alignés. Et la Chine, à ce jour encore, se définit comme un pays en grande partie en développement. Donc, ils se considèrent comme nous. Et cette identité idéologique a fait que la Chine, quand elle prend le leadership du Global South, personne ne se plaint. Les gens trouvent cela un peu normal. Mais la Russie, quand même, est très européenne. L'Eurasie, c'est la Russie par excellence. Il m'est difficile de comprendre que la Russie soit un pays du Sud. Mais on a tout vu en géopolitique. L'intérêt prime sur la rationalité. Donc, ce n'est pas très, très, très grave. En tout cas, si le Global South se positionne comme pour créer rééquilibrer un peu les rapports de force au plan mondial, l'Afrique ne devrait pas être. Ok, merci, Solence. Il nous reste 1 minute. Nous donnons l'occasion, la dernière occasion au président
d'adresser son mot de remerciement. Je pense que le débat va continuer, comme j'avais dit tantôt, d'une manière ou d'une autre. Pour ça, Cyril, en tout cas, vous avez peut-être quelques secondes pour clôturer cette Oui, réunion. merci, merci, monsieur le modérateur. Je pense qu'on devrait laisser le ministre aller jusqu'au bout de sa réponse. Et je prends la parole à la suite. Ah, parce qu'il nous reste, il est déjà 17h30. Non, hein. non, nous avons pris 1h30. des dispositions. Nous avons pris des dispositions, on peut encore aller au-delà de 17h30. Ah, d'accord, d'accord. Merci beaucoup. Donc, Son Excellence, vous pouvez poursuivre votre exposé. Merci, cher frère. Alors, l'Union africaine financée par l'UE. Moi, j'avais fait une vidéo en 2016-2017 qui avait été très virale d'ailleurs à l'époque, où je posais la question, comment peut-on avoir la doctrine de solution africaine aux problèmes africains et ensuite aller demander l'argent de l'Union européenne? Je disais que les Africains n'ont qu'à mettre la main dans la poche, même s'il n'y a pas beaucoup d'argent dans cette poche, qu'on mette la main quand même, parce que c'est des questions de dignité. Et parlant de souveraineté, de respect de soi, c'était absolument essentiel qu'on finance notre propre sécurité. 1973 ou 14, dans l'Afrique du Sud, raciste à l'époque a eu la bombe atomique. Cheikh Anta Diop s'est écrié avec une très belle phrase: la sécurité précède le développement. Et alors, nous, on a rajouté par la suite, précède le développement et à son tour sert le développement. Mais que la sécurité est essentielle au développement. Donc, moi, je ne peux pas comprendre que l'Union africaine ait un budget spécial pour la sécurité à l'Union européenne. Il faut absolument changer cela. Ensuite, notre frère Boubou Abdoulaye posait la question de la stratégie des fédérations, que certains de nos leaders sont contre, etc. Ça, c'est depuis 1960. Il y a même un dirigeant africain, il paraît que quand il a quitté le sommet de 1963, il est rentré chez lui. La presse l'a interrogé, il dit, mais on l'a échappé belle, il y a un certain M. Kourouma là, qui était venu pour nous imposer les États-Unis d'Afrique, ouf, etc. Vous voyez? Donc, c'est ça. Moi, je dis que beaucoup de nos leaders ne sont pas des panafricanistes. Mais pour avoir la paix, ils disent, au nom du panafricanisme, ils font de grands discours. Mais ils n'y croient pas une seule seconde. Ce ne sont pas des fédéralistes et ils ne sont pas prêts à lâcher le pouvoir dans les États nains et non viables qu'ils contrôlent, et des pouvoirs souvent claniques au service de la famille, du parti, des amis, des proches, etc. Et tant que le gâteau est très petit, la stratégie d'accaparement va venir, toujours. Alors qu'on pourrait agrandir le gâteau quasiment à l'infini, l'Afrique a tellement de potentiel que tout le monde peut y trouver sa place. Et on n'empêche pas au pays d'avoir le leader, ce n'est pas ça le débat. Le débat, c'est que si on mutualise, on est plus fort. Aujourd'hui, avoir 30 millions de kilomètres carrés, le continent africain, comme notre territoire, où on se déplace librement partout, etc., je pense que c'est un avantage pour nous tous. Donc, sous ce rapport, je pense qu'on doit véritablement avancer. Alors, il y a un autre frère qui a posé la question de l'intangibilité des frontières. J'ai connu, moi, un Africain, un frère malien, panafricaniste extrêmement remarquable. Il était à l'Union africaine, je crois, après, il n'a pas été financé pour la suite de ses travaux, mais c'est lui qui avait le comité de démarcation. Et il m'a expliqué un peu la démarche pour éviter effectivement des problèmes. Le système colonial a fait, avec un compas, une sorte de, avec équerre, compas et crayon, ils ont tracé nos pays africains, etc. Et nous l'avons accepté. Nous l'avons accepté. Donc, le problème aujourd'hui, comme disait l'autre, c'est de bien démarquer les frontières pour les rendre invisibles, c'est-à-dire pour les invisibiliser. On n'a pas besoin de frontières entre le Sénégal et le Mali, le Sénégal, la Gambie, le Sénégal, etc. Maintenant, si l'État sénégalais, l'État gambien, malien, guinéen, etc., ont une planification économique, une gestion des territoires, l'équité territoriale, ils ont besoin de savoir jusqu'où ils peuvent aller, jusqu'où ils ne peuvent pas aller. Tout ça, c'est le truc. Mais si, il faut qu'on se rende compte que les États-Unis d'Amérique, une des fédérations les plus parfaites historiquement parlant, mais c'est démarqué. Vous conduisez votre voiture aux États-Unis, vous sortez de Ohio, on vous dit bon retour à Ohio un jour, au revoir, et puis vous entrez, c'est juste un tableau.
un tableau qui vous montre que vous entrez dans West Virginia, hein, la Virginie occidentale, un autre tableau qui vous montre que vous entrez dans le Maryland, etc., etc. C'est des tableaux. Donc, les frontières sont quand même bien démarquées pour des raisons simplement administratives. Mais en faire un problème pour bloquer l'unité de l'Afrique, c'est absolument inacceptable. Alors, le gouvernement de l'Union, c'est incontestablement une des voies qu'on a essayé à l'Union africaine et qui a connu les déboires que l'on sait. Donc, nous, aujourd'hui, on veut accélérer la cadence avec mon frère, le professeur Diomaye Faye. On veut accélérer la cadence. On a l'ambition d'aller plus vite, très vite, assez vite, disons, pour réussir rapidement à mettre en place l'État fédéral africain. Et ça nous semble tout à fait possible. C'est une question de volonté. Moi, j'ai toujours théorisé, entre guillemets, qu'il y a des leaders accélérateurs d'histoire. Il y a des gens accélérateurs d'histoire. Et dans les leaders se cherchent dans les mouvements paysans, dans les mouvements étudiants, à la base, comme parmi certains leaders historiques, comme Thomas Sankara, qui a fait faire à l'Afrique un éveil de conscience absolument extraordinaire. En 4 ans, il a beaucoup fait et il a péri, malheureusement, trop tôt. Et malgré cela, son héritage est encore là. On continue de parler de la dette africaine, de la stratégie de Sankara et de son respect pour les femmes, de son respect pour la jeunesse, etc., etc. Donc, il faut prendre ce qu'on a et continuer. Alors, le frère dit qu'il y a des choses positives dans l'agenda 2063. Je concours avec lui parfaitement. Ceux qui l'ont écrit sont brillants, ils n'ont aucun problème. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce que je dis, c'est que si vous faites bien les calculs, 1963, première chance d'aller à la fédération, nos dirigeants ont refusé. Certains ont proposé de construire d'abord les fédérations primaires. Un de leurs leaders, c'était un certain Julius Nyerere. Mais après une vingtaine, trentaine d'années, Nyerere est allé jusqu'au Ghana, la patrie de Kwame Nkrumah, pour dire que nous, on s'était trompé, c'est le frère Nkrumah qui avait raison. On devait aller aux États-Unis d'Afrique en 1963. Alors, donc c'est pour dire que on doit absolument avancer et que l'agenda 2063, en courant sur 2063, c'est une cible tellement lointaine. Pour ceux qui connaissent le monde moderne et qui vivent les péripéties, les soubresauts du monde moderne, on sait que dans presque quasiment chaque 5 ans, le monde change du tout au tout. Aujourd'hui, c'est presque chaque année. On a des... Qui avaient pensé il y a 6 mois que Elon Musk allait définir la politique mondiale de l'extrême droite et prendre son réseau, ses milliards et les mettre au service de l'extrême droite. Qui pouvait l'imaginer? L'agenda africain 63-2060 ne pouvait pas le penser, que des maîtres des nouvelles technologies qui règnent sur des milliards d'êtres humains allaient avoir ce genre d'attitude. Donc c'est pour vous dire, 2063, pour atteindre les États-Unis d'Afrique et libérer l'Afrique, émanciper l'Afrique, nous doter tous d'une vie matérielle confortable, c'est trop loin et ça ne me semble pas correspondre au courant historique. Il y a des choses dans l'histoire, comme disait le grand professeur Molefi Asante, qui est un grand frère, un Africain-Américain qui a changé son nom, qui a écrit plus de 80 ouvrages parce que c'est un Cheikh Antaïste qui appliquait les instructions de Cheikh Anta. Vous, intellectuels africains, vous parlez beaucoup, vous n'écrivez pas. Écrivez, écrivez. Molefi est à plus de 80 ouvrages. Alors, Molefi disait que la réalisation des États-Unis d'Amérique était l'œuvre de leaders qui avaient le sens de la mission et le sens du destin. Est-ce qu'en Afrique, on a des leaders qui ont le sens de leur mission historique et le sens de leur destin? D'être demain, dans 20 ans, 50 ans, des leaders qui sont cités pour avoir donné une chance historique à l'Afrique de devenir une puissance mondiale et de jouer dans la cour des grands. Est-ce qu'on a ces leaders-là? Quel est aujourd'hui le grand leader panafricaniste qui tient le discours de l'État fédéral? Je n'en vois pas. Personne d'entre eux ne mentionne le mot État fédéral. Certains disent qu'ils sont panafricanistes. C'est très bien. Mais vrai panafricanisme aujourd'hui, selon la définition de mon frère Diomaye, de moi-même et d'autres, c'est d'être attaché au projet de l'État fédéral africain et de se battre chaque jour pour qu'on y arrive. Donc, sous ce rapport, je pense que l'agenda 2063, pour moi, c'est vraiment renvoyer au calendrier africain un projet d'une extrême urgence, un projet qui ne peut pas attendre. Si en 2050, nous sommes 2 milliards d'Africains, on ne peut pas avoir 2 milliards d'Africains pour l'essentiel pauvres, fatigués, avec des jeunes qui ont comme destin d'aller périr dans la mer, d'être brûlés dans les déserts, avec des dirigeants qui sont incapables de fournir tous les services sociaux de base,
avec une Afrique qui a faim parce que l'agriculture n'a pas été réglée, une Afrique où l'éducation n'a pas les moyens, où la santé n'a pas les moyens. Lors du Covid, on découvre qu'au Sénégal, grand pays de médecine, qui a plus de 100 ans d'école de médecine et qui a parmi les meilleurs professeurs au monde, même des professeurs qui ont découvert une variante du VIH et tout, on découvre qu'au Sénégal, il y avait 35 lits de réanimation pour 17 millions d'habitants. Vous vous rendez compte? 17 millions, donc un lit quasiment pour combien? Un lit ou 2 lits peut-être pour 1 million d'habitants. C'est inacceptable. Mais ça renvoie à ce que disait Cheikh Anta, des États non viables. Parce qu'un État, tu prends en charge tout. La sécurité, la frontière, l'armée, la police, l'agriculture, l'éducation, la santé, les infrastructures, ponts, ports, aéroports, comment ça s'appelle, autoroutes, etc., qui prend en charge la révolution numérique, la révolution environnementale, écologique, qui prend en charge tout. Quel État africain est en mesure de le faire? Quel État africain l'a fait? Est-ce que vous n'êtes pas étonné qu'en Asie, pour des raisons historiques et des États qui sont millénaires, qui sont là depuis des milliers d'années, on a atteint plusieurs pays, non seulement émergents, mais des pays qui sont aujourd'hui boxent dans la cour des grands. Pourquoi en Afrique, vous ne pouvez pas désigner un seul pays avec la politique de balkanisation que nous avons suivie, avec l'émiettement, avec les crises, les coups d'État, les guerres, les conflits? Pourquoi vous ne pouvez pas citer un seul pays africain émergent? Les gens disent l'Afrique du Sud. Il y a une partie de l'Afrique du Sud, les Blancs sud-africains, qui étaient émergents. La grande masse des Sud-Africains noirs ne font pas partie de l'émergence. Donc, donnez-nous un seul pays. Donc, les frères africains qui disent qu'ils ne sont pas panafricanistes, ils ont le droit de le dire, de le penser. Mais qu'ils ne viennent pas nous dire que l'Afrique marche bien, tout fonctionne bien, il faut être patient, on va y arriver un jour, etc. Moi, je ne partage pas ce discours. Merci beaucoup. Merci, Excellence, pour cette belle intervention. Monsieur Locordeau, je peux conclure? Monsieur Locordeau, est-ce que je peux conclure? Vous me suivez? Allô? Oui, nous sommes là. D'accord. Je voudrais conclure parce que le temps nous tient véritablement à la gorge. Bientôt, nous serons coupés. Tout simplement dire merci, un grand merci à son Excellence qui a consacré une partie de son temps à nous enseigner sur, n'est-ce pas, les voies possibles d'une émergence de notre continent. Il a si bien rappelé dès l'entame de son propos qu'il y a environ 3 mois, nous avons fait connaissance dans une des régions de la Chine qui est aujourd'hui une superpuissance mondiale. Et j'ai beaucoup, en tant que jeune, j'ai beaucoup apprécié l'engagement de son Excellence, son engagement à défendre la cause d'une Afrique unie. Et j'ai donc pensé qu'il était intéressant que un public bien plus large puisse bénéficier de fond en comble de son expérience, de sa riche expérience. Donc, ce n'est qu'un merci que nous lui disons d'avoir sacrifié de son temps. Dieu seul sait combien il est pris ces derniers temps. Il m'a dit, je n'ai trahi certainement pas un secret, que d'ici quelques jours, il se rendra à Addis Abeba dans le cadre des travaux de l'Union africaine pour y apporter également son expertise. Donc, nous allons capitaliser ce riche moment en diffusant largement cet entretien avec, bien sûr, la permission de son Excellence pour que les générations, n'est-ce pas, futures puissent bénéficier de sa riche expérience en ce qui concerne les questions du panafricanisme et de l'unité de notre continent. Donc, je voudrais également exprimer toute la gratitude aux nombreux participants qui ont également sacrifié de leur temps pour bénéficier de ce riche enseignement de Monsieur le ministre. Beaucoup ont posé des questions. Le temps n'a pas permis qu'on y apporte des réponses, mais avec
le concours de la plateforme de recherche SAC-CERDIA-RECAF, nous vous apporterons des réponses utiles à vos préoccupations parce que nous sommes toujours en contact avec Monsieur le ministre et je profite pour rappeler à Monsieur le ministre qu'au mois de juin, si Dieu le permet, je serai au Sénégal dans le cadre d'une conférence internationale et je profiterai, n'est-ce pas, de ce moment pour renforcer, n'est-ce pas, les liens et bénéficier notamment davantage de son expérience. Sur ce, je repasse la parole à Monsieur le coordonnateur, Monsieur le modérateur pour la fin de cet entretien. Merci. Allô, Monsieur le modérateur. Allô? Monsieur le modérateur, est-ce que vous pouvez conclure? Bon, apparemment, Monsieur le modérateur a des petits soucis. Avec son appareil. En son nom et avec la permission de tous ceux qui nous suivent, je souhaiterais donc mettre un terme à cet échange et une fois de plus exprimer notre gratitude à tous ceux qui ont donné de leur temps pour que ce moment soit un succès. Merci. Bye bye. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, Merci à professeur vous. Bokono. Oui, oui. Le modérateur, on ne l'entend plus. Qu'est-ce qui se passe? Il doit avoir. Oui, professeur Ndié. Allô?